À la base, papa lui voulait que j'aille à l'ENAM. Ok. À l'ENAM. Mais nous sommes allés à l'ENAM et ma moyenne, je n'ai pas beaucoup travaillé au bac. Et est-ce que tu as regretté le choix de marketing? Tu peux perdre ta carrière rien que pour ça. Ok. Rien que pour avoir recopié la blague de quelqu'un d'autre. Le vol était à 17h, j'étais là-bas à 7h. Quel conseil tu veux donner à un jeune qui veut se lancer? Tu vois, le gouvernement met vraiment des trucs en place pour faciliter la tâche aux humoristes. En plus de ça, le Bénin va bientôt accueillir un festival international, Cotonou Comedy Festival, qui viendra en décembre. Bon, mon mari sera un homme fidèle. Mais tous les autres là, ils sont des infidèles. Piégé. Il a conquis les scènes de parcours, il a fait vibrer Cotonou et il a défendu les couleurs du Bénin au premier montré Afrique au tapis. Il est jeune, il est drôle, il est vif, il est sans filtre. Mais il est aussi passé par les bancs de l'école comme nous tous. Aujourd'hui, sur le canapé des jeunes, on reçoit l'humoriste qui n'a pas peur d'échouer pour mieux rebondir. On reçoit Sam du Bassa. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à Sam du Bassa d'avoir accepté notre invitation au canapé des jeunes. C'était un véritable plaisir pour nous de le recevoir dans notre chic canapé. Oui. Et nous espérons recevoir beaucoup d'autres artistes, entrepreneurs de la vie et aussi d'ailleurs. Merci. Bisous. Bye bye. Bonjour Sam du Bassa, comment tu vas? Bien, je vais bien et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Et le podcast, c'est beaucoup plus pour partager des expériences en tant que jeune d'abord, partager avec ces jeunes-là qui me suivent pour qu'ils aient des exemples de parcours de jeunes qui réussissent, qui arrivent quand même à sortir leur épingle. Tu n'as pas d'accord réussi? Oui, bon, c'est pas que tu as réussi, mais tu as quand même fait un chemin. Ouais, ça va. Donc, ce chemin-là, il y a Je voulais faire le modeste. bon, il n'y a pas d'humilité ici. Humilité à bas. Donc, tu es là pour partager ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à l'état civil? À l'état civil. À l'état civil, je réponds au nom de Morigui Sarah Abdou Samad. J'ai 25 ans. Ancien étudiant, j'ai étudié le marketing à HECM. Voilà. Artiste humoriste. Ok, donc tu parles déjà de ton parcours scolaire. Ouais. On va commencer par là. Est-ce que tu peux nous parler du parcours scolaire? Mon parcours scolaire, je me suis un peu promené parce que je suis fils d'enseignant. Mon papa était directeur des collèges. J'ai commencé à INA, j'ai fait la maternelle à INA. À partir du CE1, il a jugé bon de m'envoyer dans un internat, un orphelinat dans la commune de Ndali Ouenou. Il y a un internat là-bas, Sainte-Marie. C'est là-bas que j'ai fait du CE1 au CM2. J'ai eu mon CEP. Ensuite, il a été affecté à Biro. Je les ai rejoints là-bas. Je crois que j'ai juste fait la 6e à Biro. Et nous sommes retournés à INA, où j'ai continué le cursus au CG1 INA. Je crois qu'ils ont un seul CG d'ailleurs. J'ai fait le cursus là-bas. J'ai eu mon BPC. Donc, je n'ai pas eu le BPC là, parce que je l'ai raté pour la première fois en 2014. Parce que je m'étais trop concentré sur la Coupe du Monde. Ok. J'ai préféré le foot, même si Messi a perdu. Malheureusement. J'ai perdu doublement cette année. Après, j'ai eu mon BPC à Ndali en tant que candidat libre. J'ai composé à Ndali. Après le BPC, je crois que c'était en seconde, non. J'étais en seconde quand il est allé à la retraite. Et par chance, il a été élu premier adjoint au maire dans la commune de Pereret. Donc, nous voilà encore pour un déménagement sur Pereret, où j'ai fait la première et la terminale. Après ça, je suis venu à Parakou pour l'université. Je devais aller à Cotonou, mais je n'ai pas beaucoup aimé la ville. Ils sont trop nombreux là-bas. C'est à cause du nombre? J'aime pas le monde. Ils sont trop nombreux. En tant qu'humoriste, tu dis que tu n'aimes pas le monde? Ouais, mais dans les salles de spectacle, je suis seul devant et les autres sont derrière. Il y a ça aussi. Dans la vie active, vous êtes mélangés. J'aime pas trop. Donc, à Parakou, nous sommes moins nombreux. Donc, j'ai préféré rester ici. C'est un peu ça. Ok. Et pour les études à l'université, tu as dit que tu as fait marketing. Ouais. Et pourquoi ce choix? Est-ce que c'est papa qui a orienté ou c'est toi qui as décidé de faire marketing? À la base, papa lui voulait que j'aille à l'ENAM. Okay. À l'ENAM.
Mais nous sommes allés à l'ENAM et ma moyenne, je n'ai pas beaucoup travaillé au bac. Hein. Je ne suis pas un très bon élève. J'ai été un élève moyen. On va en parler. Voilà. Donc, je n'avais pas une bonne moyenne. Du coup, je n'ai pas été retenu pour l'ENAM. C'est ce qui a même facilité mon retour sur Paracourt. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivées. Je suis revenu à Paracourt et on devait se rabattre sur le journalisme. Sauf qu'il n'y avait pas le journalisme à HECM Paracourt en 2017. Donc, il me fallait retourner à Cotonou. Okay. C'est pas possible. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Comme tu vois, Donc, tu as fait avec ce qu'il y a, quoi. Quand tu vas au resto, tu demandes qu'est-ce qu'il y a. On va dire, il y a ça. Donc, servez-moi ça là. J'avais suivi un film de Eddie Murphy où il était agent commercial. Et dans le film, il est père célibataire, il a une petite fille, il était agent commercial. Et ça quand on m'a dit que l'un des débouchés du marketing, c'est agent commercial, j'aime pas le monde, mais j'aime beaucoup aller vers les gens. Je suis pas introverti du tout. Discuter avec les gens ne me dérange pas. C'est la foule, je n'aime pas. Donc, aller vers les gens, pourquoi pas marketing alors. Ok. Merci au film. Merci au film. Je ne me souviens pas du titre du film, mais c'est ce film qui m'a vraiment montré ce à quoi ressemblait le marketing. Ok. Et est-ce que tu as regretté le choix de marketing ou bien tu aurais préféré faire autre chose? Non, non. L'autre chose aussi, le marketing, c'était la filière où il y avait le moins de mathématiques. Sinon, les autres options, c'était la comptabilité, l'entrepreneuriat et la gestion de projets. Il y avait trop de maths là-bas. Au marketing, il y a des mathématiques, mais j'arrive à gérer. Ok. Et tu as parlé de l'internat. Pourquoi on t'a envoyé à l'internat? Parce que ici, on sait, quand on envoie les enfants à l'internat, c'est que c'est des enfants récalcitrants. C'est à cause de ça. Donc, raconte-nous. On dit que je n'ai pas été un enfant facile pour les parents. Moi-même, quand on me raconte ce que je faisais quand j'étais tout jeune, certaines choses me surprennent jusqu'à présent. J'étais turbulent, très turbulent. Je ne restais pas à la maison. À chaque fois qu'on quitte l'école, on devait venir me chercher. De toute façon, on quitte à 17h, je ne rentre pas. Ce genre de truc. Et on m'a dit que j'irais étudier chez les Blancs. Qui ne va pas être enthousiaste à l'idée de ça? Donc, je crois que ça devait être en 2007. Hein. Ça devait être en 2007. On était en vacances au village. Je suis de Péréret. Il y a un village de Péréret qu'on appelle Nassi. Donc, on allait en vacances là-bas. Et là-bas, ma maman m'a annoncé. J'ai dit oui, pourquoi pas? Aller étudier chez les Blancs. Aller étudier chez les Blancs, à l'internat. Mais je crois que c'est l'une des décisions pour lesquelles je vais toujours remercier mon vieux. Parce que à l'internat, j'ai beaucoup appris. La plupart des enfants ressortent de l'internat en tant que délinquants. Mais moi, ça s'est plutôt bien passé. Et l'internat m'a beaucoup aidé. Mais est-ce qu'on dit souvent que quand on se réunit entre délinquants, parce que les enfants, c'est souvent des récalcitrants, voilà. Ouais, donc, et quand ils vont là-bas, ils se retrouvent entre eux, ça devient encore pire que ce qu'ils étaient. Est-ce que tu n'as pas vécu ça? Est-ce que tu étais quel genre d'élève à l'internat? Je suis turbulent, mais ma turbulence a un médicament, la chicote. Même jusqu'à présent. Tu es un fou, les fous n'aiment pas la chicote. Voilà. Pour me dissuader, dire que tu vas me frapper, j'arrête tout de suite. Et sur ça, les religieuses là-bas n'hésitaient pas. En fait, nos sœurs, dans le temps, elles avaient des robes là et elles attrapaient ça avec un fil blanc quelque part là. Un fil qui vient jusqu'à la cheville. Merci. Dès que tu déconnes, elles ont la facilité de dérouler ça et de te battre avec. Je crois que là-bas, en plus, les enseignants étaient très exigeants. Vu le programme à l'école, tu n'as même pas le temps de... quand vous allez là-bas, vous ne sortez que pendant les congés. C'était littéralement une prison quand je pense maintenant. École, maison, église, école, maison, église. Et le programme scolaire était vraiment très intéressant. C'est là-bas que j'ai perfectionné ma manière de lire. À l'école, je suis devenu un meilleur élève. Ça m'a plutôt bien servi. À l'école, tu étais quel genre d'élève? Après l'internat au collège, est-ce que tu étais le genre d'élève qui fait rire ou peut-être trop sérieux après? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas introverti, je suis quelqu'un d'extraverti. J'aime aller vers les gens, des rencontres. À l'école, j'étais un gros bavard. Si c'est pour bavarder, je bavardais. Et dans le temps, je ne faisais pas ça dans le but qu'un jour, je voudrais en faire une carrière, faire rire les gens. Pour moi, c'était le meilleur moyen de se faire des amis, paraître cool devant les gens. Tu vois, j'ai souvent eu ce truc-là d'être le plus jeune dans mes salles. J'étais souvent le plus jeune. Par exemple, en 6e, je devais avoir 9 ans. 9 ans, pendant que les autres avaient 11 ans, 10 ans. Donc, il y avait ce décalage-là. Il fallait combler avec quelque chose. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un élève brillant. Je n'ai jamais dépassé les 15 de moyenne. J'ai toujours ballotté entre 12 et 15. Et tu
dis que tu... Et tu dis que tu n'es pas... Bon, en termes de moyenne générale ou bien note? Moyenne générale? Oui. J'ai toujours ballotté entre 12 et 15. Mais c'est déjà excellent, hein? Non. Bon, je prends mon cas par exemple. Au collège, c'est 10, 11. Si j'ai trop travaillé là, c'est 12. Et moi, je sais que, franchement, ce que je fais là, c'est déjà bon pour moi. Je sais que je suis une élève moyenne et ça me va. Voilà, donc mais au-dessus, 12, 13 là, c'est déjà... 12, 13, disons 12, 13, ça a été ce sur quoi j'ai surfé. Plus tard, au second cycle, je n'ai même pas réussi à dépasser le 12. C'est 12 là, c'est vraiment... Ok. En fait, je suis quelqu'un de naturellement, j'aime pas faire des efforts. Quand je vois l'épreuve, je fais juste ce qu'il faut faire pour s'en sortir là et ça me va. Pourquoi chercher à faire plus? Donc, je suis pas quelqu'un qui va étudier longtemps après les cours ou chercher à comprendre quand il n'a pas compris. Si j'ai compris, c'est bon. Si j'ai pas compris, c'est aussi bon. Tant que ça peut me suffire pour qu'on dise à la fin d'année, Il passe en en classe classe supérieure, ça peut va. Donc, j'étais ce genre d'élève là. Je rigolais beaucoup. Et ça posait beaucoup de problèmes en classe, mais ça va. Quand est-ce que tu as su que tu voulais te lancer dans la carrière du monde? Comme je l'ai dit, c'est pas un rêve que j'ai nourri pendant longtemps. Hein. C'est vrai que j'ai toujours aimé être sous le feu des projecteurs, celui qui fait rire, celui qui balance toujours la dernière blague. Mais je crois que considérer ça comme une profession, c'est autour de 2019. À HECM, c'est là que c'est venu sur un coup de tête comme ça. C'est pas un truc que j'avais préparé depuis. C'est en 2019 à HECM. Ouais, c'est là que ça s'est fait. C'est au cours d'un spectacle, on t'a invité ou comment ça s'est En fait, passé? le truc, c'est quoi? Je regardais beaucoup de spectacles d'humour. Et 2019, c'est la période où le Parlement du Rire était vraiment en train de prendre le buzz, surtout avec les passages de Boukari, tout ce beau monde-là. Je regardais déjà Bonjour, Marrakech et beaucoup d'autres choses. Donc, je regardais tout ça, mais je ne m'étais jamais vu dedans. Et à HECM, je crois que c'était nos journées culturelles. Et je l'ai raconté dans plusieurs interviews. Il y avait Einstein qui devait venir jouer. Et il était en retard. Vu qu'il était en retard et on cherchait un intermède. De quoi combler le temps avant qu'il ne vienne. Le vide là. Donc, j'ai pris le micro et j'ai joué un sketch de Boukari. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. C'est après ça, je ne sais pas si tu connais l'animateur Claudio. Claudio La Magie. Oui. Voilà, celui qui était au Parisien. C'est après ça, il m'a dit que je me suis pourtant très bien débrouillé. Et il m'a envoyé une vidéo d'un humoriste béninois, Edgar Yves. Il m'a envoyé une vidéo de Edgar Yves Mounou qui est béninois. Mais il n'est pas au Bénin. Non, il vient en France, il fait de l'humour là-bas. Il m'a envoyé une vidéo de lui qui parlait d'une piscine ou un truc comme ça. C'était la première vidéo d'humour que j'ai vraiment kiffé. C'est à cet instant-là que je me suis dit pourquoi pas. Après ça, j'ai essayé de rencontrer Capitaine Virus qui le faisait déjà dans la ville, de fil en aiguille. Ah, d'accord. Donc, et si tu n'étais pas alors humoriste, tu te voyais dans quoi? J'ai jamais vraiment pensé. C'est vrai que depuis tout petit, j'aimais beaucoup le football. Mais le football ne m'aimait pas. C'est quoi, tu ne sais pas jouer ou tu te blessais? J'aime beaucoup jouer, mais je n'étais pas le plus talentueux. Ah. Si on devait choisir 10 personnes, je ne serais même pas 10e. Non. Comparé à mes amis d'enfance, j'aimais beaucoup le football, mais il n'y avait pas moyen. Sinon, à part ça, je ne me suis jamais vraiment projeté loin. Et je suis un gars qui vit plutôt au jour le jour. J'aime pas trop prévoir. J'aime prévoir, et c'est si à telle période je veux faire ça, je vais faire ci. Mais je vais plutôt au feeling. Le mot est venu et je me suis accroché. Et c'était comment ta toute première scène à HECM? Quelle émotion te traversait? En fait, cette scène-là, la scène que je viens de décrire, j'ai du mal à la prendre comme ma toute première scène. Parce que là, c'était vraiment un amateur, je ne savais pas ce que je faisais. La première fois où j'ai écrit un sketch, un texte qui m'appartenait, c'était un sketch sur les sacs à main des femmes. Et ma première fois, c'était une catastrophe. C'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'est que ça rigolait. Mais maintenant, quand je revois ce texte, j'ai honte. Non, ça a toujours été comme ça. Plus tu évolues, plus tu te... C'est moi qui faisais ça là. C'était très intéressant à l'époque de voir que tu peux écrire un truc, monter sur scène et faire rire les gens. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Ça s'est plutôt bien passé. Et tu as joué où cette première scène-là? Je crois que c'était toujours à HECM là. C'était sur un événement de l'AINO. Il me taquine toujours avec, tu te souviens comment c'était nul.
Après ça, j'ai beaucoup joué sur l'université de Parakou. Okay. D'où te vient le nom Sam du Barça? Est-ce que c'est parce que tu es un fan ou je sais pas? Non, il n'y a pas de mystère autour. C'est à Mhm. cause du football. Ok. Il faut savoir que moi, je suis fan du Barça depuis environ, disons, quand j'avais 10 ans. J'avais un grand frère cadet qui aimait beaucoup le Barça. C'est lui qui m'a transmis cette passion du Barça-là. Donc, je n'ai pas arrêté de les suivre depuis 2011, 2012, ce genre de trucs. Donc, je suis vraiment devenu accro. Et mon nom, c'est Abdou Samad, comme je le disais. Mais entre jeunes, ils ont raccourci Sam, 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 Sam. Et Sam du Barça, même, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, entre 2017 et 2016, il y avait cette mode-là, on modifiait le tel du buzz, tel de truc. C'est à cette époque-là que j'ai mis Sam du Barça. Et vu qu'il me fallait un nom d'artiste, c'est avec ça que j'ai commencé. Mais c'est plus pour mon amour pour le club parce que le Barça, c'est l'amour de ma vie. Mais est-ce que ça ne réduit pas ton audience ou bien, je sais pas. Avec vous, les affaires de foot là, quand l'autre soutient l'autre soutient l'autre, c'est souvent la bagarre, des trucs comme ça. Est-ce que en tant qu'humoriste, c'est pas à ton désavantage, je vais dire? Non, pas vraiment, pas vraiment. En plus, moi, l'art que je fais requiert vraiment un certain intellect que je me dis que quelqu'un de sensé doit faire fi de ça. Ok. Tu ne vas pas dire, il ne me fait pas rire parce qu'il supporte le Barça. C'est complètement insensé. C'est vrai que j'ai eu cette crainte dans le temps, il y a 2, 3 ans, mais maintenant je ne l'ai plus. Parce que ce truc de Barça Real, c'est vraiment un brise-glace. Des fois, je circule en ville et tu attends, les Barcelonais là quitté là-bas. Et immédiatement, tu vois, tu as de la facilité à discuter avec les gens. Quand je vais dans un public et par exemple, l'autre fois à la cave, quand on m'annonce, on dit Sam du Barça, tu as les fans du Real. Oh non, hein, Barcelonais, je suis venu en même temps, j'ai rigolé avec. J'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Ok. Sinon, ça se passe très bien. Et comment ta famille a réagi quand ils ont su que tu veux faire dans l'humour, bien quand tu as parlé du fait que tu veux faire, tu veux faire carrière dans l'humour, ou bien est-ce qu'il y a d'abord eu une discussion avec les parents par rapport Faut à ça? dire, c'est ces 2, 3 dernières années que ma famille a réellement su ce que je faisais. Parce qu'on n'en a vraiment jamais discuté. La seule discussion que j'ai eue avec mon vieux, ça ne le dérange pas que je devienne artiste, du moment où ça n'a aucun impact sur mes résultats à l'école. Ok. Tu sais, les vieux, eux, ils sont trop focus sur les résultats à l'école. Tant que je lui ramenais de bonnes notes, je peux faire ce que je veux derrière. Mais ces 2 dernières années, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Ma maman, elle vient au spectacle. C'est vrai que le vieux, lui, n'est jamais venu au spectacle. Ok. Mais derrière, il soutient beaucoup. Il soutient beaucoup. Il demande des nouvelles. Et même quand il sent que je suis en difficulté, il dit, s'il y a quelque chose, n'hésite pas à dire. Niveau soutien, j'ai vraiment pas eu de problème. C'est vrai qu'il y a eu 2 ans, il a un peu paniqué parce qu'il y a 2 ans, je vivais vraiment pas de ça, mais Ok. je m'entêtais, parce que j'avais un emploi en tant que commercial quelque part et l'humour c'est vraiment un métier jaloux. Tu peux pas mélanger avec autre chose, Aussi. sinon tu deviens moins productif. J'allais à ce boulot, j'étais pas productif. Je venais du côté de l'humour, j'étais pas productif. Donc j'ai dû sacrifier l'un d'entre eux, j'ai dû laisser le boulot. Et à cette époque, tu es sûr? Tu es sûr? Elle dit oui. C'est cette période-là, il a un peu paniqué, il m'envoyait des offres d'emploi. Mais maintenant, ça a cessé parce que les choses s'améliorent, ça va. Ok. Donc, merci aux parents Non, qui ont vraiment, soutenu merci. leur enfant Euh, et merci à tous les parents qui soutiennent leur enfant, que ça, qui veulent se lancer dans l'art. le truc même, c'est que quand tu fais ça et que tes parents te soutiennent, c'est euh, un boost de motivation. Là, par exemple, quand je fais mes trucs, j'ai pas peur. Ouais. Je sais que peu importe comment ça se passe, mon papa est d'accord. Donc, la plupart du temps, je rencontre des malheurs quand papa n'est pas d'accord. Quand il me dit ne fais pas tel truc et je m'entête et je le fais. Comme le dit un vieux assis voit plus loin. Un jeune homme debout. Ok. Maintenant, on va parler de l'aventure Montreux Afrique. Ouais, mon Donc, premier est-ce montreux. que tu peux nous parler de comment tu as découvert d'abord le concours? Beaucoup ne le savent pas, mais mon premier montreux, Afrique et moi, c'est une longue histoire. Hein. Ok. La finale à laquelle j'étais, c'était la 5e édition. Ok. Donc, ce qui veut dire ça existe depuis 5 ans. Ouais. Et il faut savoir, pour participer à mon premier montreux, il y a d'abord un casting qui se fait dans 10 pays. Ok. Ils passent dans tous les pays, ils font des castings. Et j'étais sur tous les castings chaque année. Mais je n'ai Ok. jamais été retenu, ne serait-ce que pour les demi-finales. C'est endurant, hein? Ouais, ah ouais. Quand tu aimes quelque chose, en bas, on dit c'est ce que l'enfant aime qui C'est finit qui son. finit son argent, Voilà. exactement.
Donc, vu que j'aimais le truc, j'insistais. Je crois que j'ai fait 4 castings. C'est au 5e, j'ai été pris. Cette année, c'est au 5e, j'ai été pris. Donc, il y a l'étape des castings. J'ai entendu parler de ça par des Ivoiriens. Ils ont relayé, on a vu quelqu'un aller en Suisse. Waouh, ça fait rêver tout le monde. Donc, c'est comme ça, quand j'ai appris qu'ils étaient au Bénin, j'ai pris mon bus. Chaque année, je prenais le bus, j'y allais. Bizarre, même cette année, je ne voulais pas y aller. La coïncidence, c'est que j'avais un spectacle de théâtre avec l'Institut français de Cotonou. Et le casting se tenait là. Et j'ai un ami que je salue, Venance Jap, celui qui a gagné la 2e édition. C'est lui qui m'a dit, participe au casting, c'est pas un problème. Je suis venu, j'ai postulé, j'ai signé les papiers, j'ai joué, sans rien attendre, sans vraiment rien attendre en retour. Parce que quand tu as tapé photo 4 fois, tu as un peu l'habitude à un moment donné. L'espoir n'est plus au rendez-vous, quoi. L'espoir n'est plus au Tu rendez-vous. fais ça juste pour faire. Ça fait que quand j'ai reçu le WhatsApp me disant que j'étais sélectionné, j'étais vraiment surpris. J'étais vraiment surpris. Ok, félicitations déjà et merci d'avoir représenté haut la main notre pays. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, le casting, après le casting, tout ça? Nous raconter l'aventure en général. C'était très intéressant. Ça a commencé courant mars ou avril, je crois. Après le casting, j'ai été contacté 1 mois ou 2 mois après. On était en train de faire des courses avec un ami quand j'ai reçu le message m'annonçant que je suis sélectionné pour les demi-finales qui allaient se dérouler au Bénin. Je crois que ça doit être en avril. C'est en avril. Qui allait se dérouler au Bénin à Cotonou. J'ai rejoint Cotonou en avril, je crois. Les demi-finales se sont passées. J'ai rencontré 19 autres humoristes qui venaient de toutes les régions. Nous étions 2 Béninois. Il y avait un humoriste de Cotonou qui se nomme Corelias. Il n'est pas très connu, mais c'est un excellent humoriste. Il y avait lui et moi qui représentions le Bénin. Il y avait d'autres pays, le Togo, le Burkina, le Tchad, le Gabon, le Cameroun. En tout cas, il y avait 10 pays en tout, à raison de 2 candidats par pays, les 2 Congos, tout ça. Les demi-finales, c'était vraiment stressant parce que c'est la première fois que je suis un habitué des compétitions du monde, mais c'est la première fois que je me retrouve confronté à des internationaux. Moi, j'ai toujours géré mes trucs avec mes gars, moi ici. Je connais un peu le profil de chacun, mais je découvrais chaque artiste. Donc, c'était vraiment stressant. Mais la demi-finale, j'ai juste été. Il y avait des masterclass où on vous apprend comment écrire, comment s'améliorer. Il y avait tout ça. Ça nous a beaucoup aidé. Je suis allé à la demi-finale, j'ai joué mon sketch comme je peux. On m'a dit que j'étais sélectionné. Et c'est comme ça que s'est terminée l'étape des demi-finales. Voilà. 2 mois après, récemment, c'était la finale au Cameroun. Cette année, ils ont décidé que ça sera au Cameroun, à Douala. Je crois que je suis parti le 9 juillet. Le 9 juillet, c'était ma première fois de quitter le pays en avion. Donc. Tu as représenté toute la famille ou bien tu es le premier de la famille à... Non, mon vieux a déjà voyagé. Okay. Le vol était à 17h, j'étais là-bas à 7h. Ça y est. Arrivé là-bas, tu faisais quoi? Tu étais à l'aéroport ou comment? Ouais, j'étais assis, j'attendais. Non, je vais être pressé pour aller où? Ok. Et tu faisais quoi? Il y avait des prises, je manipule mon téléphone, je regarde une série, je regarde l'heure. C'est vrai. J'étais là, tu voulais sortir vraiment du pays. Je pense que si tu as même eu occasion encore pour partir ne plus. Avant ça. Non. J'ai pas ce rêve-là. Ah, ok. Moi, j'ai pas envie de quitter le Bénin. Ah, le Bénin est doux pour toi? Ouais, j'en ai jamais rêvé. Ok. Si tu me vois quitter le Bénin un jour, c'est que ça ne va vraiment pas. Sinon, si tout peut aller bien au Bénin, je préfère aller découvrir d'autres endroits. Le Bénin, c'est trop doux. Parakou est trop doux. Moi, Parakou me va. Hein. Donc, particulièrement Parakou. Venez à Parakou, les gens de Cotonou là. Vous avez trop faim, revenez à Parakou. Moi, Parakou me va. Hein. Si je peux rester ici et mener mes activités à bien, je ne bougerai pas. Hein. Ok. Si tu me vois, c'est qu'il y a vraiment une opportunité où carrément ici, ça ne va pas. C'est les 2 raisons qui peuvent me faire quitter Parakou. Ouais. On ne dit jamais, mais j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup le pays, je ne me vois pas aller ailleurs. Voilà, c'était le 9 juin, je suis arrivé là-bas. On était 8 finalistes. Sur les 20, il en restait que 8. Donc 12 ont été écartés. J'ai rencontré mes camarades. On est allé passer une semaine à Kribi. Ouais. Ah, laisse. C'est la première fois de ma vie où j'en ai eu marre de manger. En fait, tu vois, c'est pas le truc où tu manges la nourriture et là, tu es rassasié. Tu sais que
Tu vas plus la revoir, c'est fini. Non, c'est pas ça. À chaque moment où tu voudras de la nourriture, elle est disponible. Wow. Pour t'expliquer à quel point la nourriture était vraiment beaucoup là-bas. Quand on nous disait de venir manger, au bout du 5e jour, on boudait. Venir manger encore. Venir manger, on boudait. Ok. Oh. Regarde, à 7h déjà, le petit déjeuner est prêt. Et déjà, rien que le petit déjeuner, c'est quelque chose. Déjà à 7h là, on va vous demander ce que vous voulez manger à midi. Et ce que vous voulez manger là, vous choisissez ce que vous voulez. Moi qui n'ai jamais mangé des gambas, c'est ce genre de trucs là. Tu demandes ce que tu veux. Vu que c'est une ville côtière, il y avait tout ça. Et rester en humoriste, c'est l'une des meilleures ambiances qui existent pour balancer des vannes. C'était une compétition, mais avant la finale, il n'y avait pas d'animosité. On était là. Moi, mon kiff, c'était l'eau chaude. Je remplis la baignoire d'eau chaude. Après ça, il y avait un semblant de balcon. Je dépose la chaise et je regarde la mer. Pour voir. La belle vie, quoi. Ok. La journée s'est bien passée. Mais par contre, il y a un truc que j'ai publié sur les réseaux sociaux qui m'a fait chier. C'est le nettoyage des chambres. On nettoie tout le temps. Ah, il nettoie tout le temps les chambres. En fait, tu sors, tu reviens, ta chambre est propre. Et j'ai dit à la dame, les 2 prochains jours, qu'elle ne touche pas à ma chambre. En fait, moi, j'ai besoin d'un certain chaos dans ma chambre. C'est pas que le sol soit propre, qu'il y ait des salles. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça soit une porcherie. Mais j'ai envie de voir mes habits un peu partout. Le lit qui n'est pas fait. J'ai besoin de ces désordres-là pour être. Pour me sentir chez moi. Tu sors, la dame vient, elle remet tes effets en place. Non! Moi, je veux que l'autre chaussure soit de l'autre côté, l'autre. C'est ça chez moi. J'ai besoin. Quand c'est trop carré, là, j'aime pas. C'est la seule chose qui m'a vraiment dérangé. Elles en ont rigolé jusqu'à ce qu'on me parte. Le monsieur là n'aime pas qu'on nettoie sa chambre. Je dis oui, laisse ça. Les toilettes, que ça soit bien propre, oui, mais la chambre à coucher, j'ai besoin de ce chaos là un peu. Le chargeur par-ci, l'ordinateur sur le lit. Voilà, c'est un peu mon monde ça. Ne me jugez pas, nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. C'est les gens qui veulent montrer autrement sur les réseaux. Hein. Sinon, quand tu rentres dans la chambre, tu vois. Si c'est le salon qui est souvent propre. La chambre à coucher. Pour recevoir les gens. Ok. Tu connais vraiment quelqu'un quand tu vois sa chambre à coucher. Exactement. Et là, tu vas mieux connaître la personne. Donc, c'était un magnifique séjour à Kribi et on avait des masterclass sur comment créer du contenu, comment gérer une carrière, comment écrire des sketchs. On a amélioré nos sketchs, tout et tout. On a même fait un tour en bateau. C'était ma première fois sur un bateau. Et on nous a laissé même conduire. Tu as goûté à tout, un bateau, avion. Bateau, avion. Hôtel. Où tu es à l'aise. Tu es à l'aise. On a mangé à côté des cascades. Ils ont une espèce de cascade là où l'eau coule. C'est vraiment flippant et intéressant en même temps. C'était une sacrée expérience. On a fait du bateau sur le lac, sur l'océan. On nous a laissé conduire. On a fait plein de trucs chouettes. Après ça, je crois, 8 jours. On a fait 8 jours à Kribi. Après ça, nous sommes revenus sur Douala. Là-bas aussi, magnifique hôtel, dans un bon quartier. C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Et bon, tu as parlé d'animosité. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné de ce séjour-là, sentir un peu d'animosité avec les autres? Non. Ce qui a même été bizarre, on se donnait même des améliorations. C'est-à-dire, si le Gabonais voit un truc, par exemple, dans mon texte, il te dit, ça là, si tu essayais de dire ça comme ça, je crois qu'on a continué. Il n'y a même pas eu d'animosité. Le seul moment où on s'est senti distant, c'est le jour où on devait jouer, quand on était dans les coulisses, parce qu'il faut un peu de concentration. C'est le seul moment où on était calme, parce que chacun devait. Tout juste après, c'est vrai qu'il n'y a que l'un d'entre nous qui a gagné, mais il n'y avait même pas d'animosité. C'est vrai, certains étaient déçus plus que d'autres, mais c'était fair play. C'était juste fair play. Il n'y a pas eu d'animosité. Et quel était ton sentiment sur scène? Voir ce beau monde-là. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est différent d'abord des autres scènes sur lesquelles tu avais l'habitude? Oui, c'était différent. Le public camerounais m'a beaucoup surpris parce que l'image qu'on a des Camerounais, c'est un peu plus dur, des gens un peu trop rigoureux, mais c'est pas ça, c'est un magnifique public. Je suis passé en premier et ça s'est très bien passé. Même jusque-là, je n'ai pas le sentiment de ne pas avoir gagné. Je n'ai même pas le sentiment. Peut-être après, ça va venir, ça va me faire mal, mais jusque-là, je n'ai même pas le sentiment d'avoir perdu. Parce que pour moi, rien qu'arriver en finale, c'était déjà une victoire. Et jusque-là, il n'y a qu'à voir les trucs qui m'arrivent après la compétition.
Je n'ai même pas le temps pour pleurer, en fait. Ouais. Je n'ai même pas le temps pour pleurer. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience parce que c'est la seule fois de mon cursus scolaire, je dis scolaire, d'artiste, que je me retrouve au milieu des gars et je me dis, ouais, j'ai vraiment affaire à des pointus. C'est pas pour rabaisser ceux avec qui j'ai compéti, mais la plupart du temps au Bénin ici, c'est pas des compétitions, c'est des prestations où on vient et trucs. Chacun passe, l'autre vient faire pour lui. Chacun passe, chacun vient faire pour lui. Plus ou moins avec mes collègues ici, on a un même univers, on vit les mêmes choses. C'était ma première fois d'être confronté à des personnes qui viennent avec des réalités différentes, une technique différente, avec qui j'ai pas les mêmes. Les gars ici, on a plus ou moins, sur nous, on a plus ou moins le même vécu. Donc, je sais à quoi m'attendre avec eux. Mais là-bas, tu sais pas. Les gars viennent avec des vannes, tu te dis, pourquoi j'y ai jamais pensé? J'ai vraiment été mis sous pression et j'ai beaucoup aimé ça. Ok. Et est-ce que tu as eu le temps quand même de noter peut-être les ventes des autres? Et à part le fait que bon, vous faites des masterclass, on vous forme et tout ça, est-ce que entre vous, c'est vrai que tu as dit les autres te corrigent, mais le fait que, par exemple, une autre personne est sur scène, est-ce que tu notes ce que ton Note pour avoir peut-être des idées après, l'appréciation. ou bien bon, chacun pour soi? Non, faut faire attention sur ça. Parce que tu peux facilement tomber dans le plagiat. Et dans mon domaine surtout, c'est un tue carrière. Tu peux perdre ta carrière rien que pour ça. Rien que pour avoir recopié la blague de quelqu'un d'autre. Voilà, très important. Ce que moi je fais la plupart du temps, j'écoute. Si je vois que son thème est intéressant, il dit ouais, j'aime bien ce thème, je vais voir comment je peux l'aborder à ma façon. Donc, tu peux faire ça, mais prendre ce qu'il a fait, sinon que, franchement, aucun d'entre nous ne doit avoir la sensation d'avoir perdu. Parce que celui qui a gagné le gourou, c'est un Congolais excellent. Sur cette soirée, il a été magistral. Tous les autres, en fait, même le jury nous disait ça n'a pas été facile. Donc, c'est le meilleur de la soirée qui a gagné tout simplement. Les gars étaient tous exceptionnels et je leur disais, si moi j'ai l'occasion de les faire venir un jour à Parakou, je n'hésiterai pas. Et est-ce que tu as eu le temps de filmer quand même? Est-ce qu'on peut avoir de petites séquences qu'on va mettre à côté? On n'avait pas le droit de filmer parce que le programme est vendu à Canal+. Déjà là, le 12 juillet, vous pouvez voir les demi-finales qui ont eu lieu à Cotonou en avril. Je crois qu'avant septembre ou décembre, ils vont diffuser les finales aussi. Les finales vont suivre et là, chacun pourra voir ce que son candidat a proposé. Mais soyez-en sûrs, il y aura 3 programmes, la première demi-finale, la deuxième demi-finale et la finale. Il y aura de quoi rire. On attend impatiemment ton retour au pays. J'ai vu, on a tous vu sur les réseaux le cortège qui t'a accueilli, c'est vraiment fou. Est-ce que tu peux nous parler de ça et tes impressions par rapport à ça? En fait, je m'attendais à un accueil. Je serais hypocrite de dire que je ne m'y attendais pas. Mais pour moi, c'était juste capitaine, mon manager et un ami à la limite, un truc comme ça. Parce qu'il insistait sur le fait, tu reviens à quelle heure, tu reviens à quelle heure, tu reviens à quelle heure. Moi, il voulait même prendre le bus de nuit et il m'a dit non, reviens en journée. Je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... C'est vrai qu'il n'y a pas un monde fou, mais il y a des têtes que j'ai vues là et qui m'ont surpris. Par exemple, Gros et Métis. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent sur la Moi, quand j'ai vu ça sur les réseaux, je me dis, bon, je les connais, bon, je sais que on est entre nous, c'est des amis et tout ça, mais de là à bon, est-ce que je vais appeler ça un sacrifice? De là à décider de venir accueillir leur frère. C'était vraiment un geste fort. Moi, franchement, j'ai apprécié ça. En gros, tu vois, les réseaux sociaux ont cette façon-là de montrer les gens comme s'ils étaient méchants. Gros Métis, ce sont des gars vraiment cool. Je crois que ce sont les personnes avec qui je traîne le plus en ville, à part mes amis de la salle de sport et tout. C'est les personnes avec qui on n'a pas beaucoup d'amis. Quand tu es dans ce métier, tu n'as pas beaucoup d'amis parce que tu ne peux pas te montrer partout. Du coup, c'est en fait ça, c'est ça, je vois, parce que je me dis qu'ils ne peuvent plus se montrer partout comme ils se montraient avant, quand ils étaient peut-être à l'EA7 et tout. Mais le fait qu'ils aient décidé de venir, bon, vous êtes un artiste aussi, hein, mais le fait qu'ils aient mis ça de côté, décidé de venir t'accueillir, c'est en fait, tu vois, gentil de leur part. Entre nous, jusque-là, comment ça fonctionne, c'est tous pour un pour tous. Par exemple, ces gars-là, moi, je les défends comme si c'était des frères. Personne ne parlera jamais mal d'eux à côté de moi. Et je vais tolérer. Et c'est pareil avec eux. Dès qu'ils ont quelque chose et ils sentent que ça peut faire du bien à Sam, ils balancent.
dès que moi aussi, quelqu'un me dit, est-ce que tu connais des gens qui pourraient faire truc et puis je me dis, il y a mes amis là. Donc, nous sommes dans cette relation-là. Parce qu'on se connaît depuis bientôt 5 ans et franchement, aucune animosité. Est-ce que c'est facile d'être humoriste au Bénin? Est-ce que l'humour nourrit son homme au Bénin? Qu'est-ce qui est facile d'être au Bénin? C'est là la question. Peu importe le domaine actuellement, je ne crois pas que ce soit facile. Mais avec la manière dont l'humour évolue, le travail que les aînés ont abattu, que nous sommes en train d'abattre et les dispositions que le gouvernement met, actuellement, être humoriste au Bénin, je crois que c'est l'un des secteurs les plus porteurs, surtout si tu as ton talent et tu es original. Parce que là, rien que sur ces 2 dernières années, j'arrive vraiment à vivre de l'humour. C'est vrai, ce n'est pas le niveau de vie auquel j'aspire vraiment, mais ça me permet de régler les factures, d'avoir un train de vie plus ou moins respectable. Actuellement, au Bénin, le truc est en train de prendre, surtout avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook. Facilement, j'ai des amis créateurs de contenu humoristes qui vivent très bien. Oui, on peut vivre de la chose actuellement au Bénin. C'est pas facile, mais c'est possible. Ok, bon, est-ce que tu as des exemples de ce que le gouvernement fait qui quand même aide les artistes? On n'ira même pas loin. Par exemple, là, le vendredi prochain, je vais jouer pour le gouvernement Ok, lors des nuits artistiques et culturelles de Cotonou. ok. Si ça sort avant, c'est une invitation. Ok. Les nuits artistiques et culturelles de Cotonou, c'est le 4 juillet. Il y a ça. Et je ne peux pas révéler le cachet des autres parce qu'il n'y a pas que moi, il y a tous les autres. Et sur ça, c'est un événement sur lequel le gouvernement nous met vraiment bien. Et rien que côté caché, chaque humoriste a son compte. Au niveau du public, vu que l'événement est gratuit, il y a plus de monde qui viennent à la salle où je parlais des congrès, je crois que c'est 1000 places. Il y a ce public-là qui te découvre. Et souvent, c'est même diffusé à l'ORTB, je crois. Il y a certaines éditions qui passent à l'ORTB. En plus de ça, le Bénin va bientôt accueillir un festival international, Cotonou Comedy Festival, qui viendra en décembre. Donc, tu vois, le gouvernement met vraiment des trucs en place pour faciliter la tâche aux humoristes. Et moi, personnellement, j'ai une expérience particulière aussi avec l'Institut français. La plupart des grands événements sur lesquels je me suis fait de l'argent ou de la renommée, ça a toujours un lien avec l'Institut français ou le gouvernement. Et il y a les scènes que nos grands frères ont ouvertes. Par exemple, quand je parle de grands frères, il y a Eliphas, Chromosome, Baba Femel, tout ce monde-là qui m'ont offert des scènes à Cotonou. Et il y a la nouvelle génération, donc notre, il fait partie de l'ancienne génération comme de la nouvelle génération. Pacheco, il y a Pacheco, Emmanuel Premier, Venance, Jacques Kadi, Kongi qui est à Porto. Il y a tout ce monde-là. Ça fait que chacun a sa petite scène et ça permet de vraiment mettre en place un écosystème en place. Ok, c'est important et c'est très intéressant parce que souvent ce qui manque, c'est des gens pour orienter, pour coacher. Et quand on a ce genre de soutien derrière, ce genre d'orientation-là, en tant que jeune, c'est vraiment facile de Par exemple, réussir. pour moi, à Parakou, si j'ai pu facilement faire de l'humour, c'est parce que quelqu'un le faisait déjà. Capitaine Virus, il avait Capitaine Virus qui est un humoriste aussi. Il a remporté plusieurs fois des concours à Cotonou. Quand j'ai voulu commencer, c'est à lui qu'on m'a présenté. Philby me l'a présenté. C'est lui qui m'a appris le b.a.-ba de l'humour, comment s'écrire une vanne. Il n'a eu qu'à faire ça. Comment on écrit une vanne, comment on construit une histoire. Après ça, vu que je suis quelqu'un, je suis autodidacte, ça a déroulé derrière. Donc, il y a eu lui. À Cotonou, ma première scène m'a été offerte par Eliphaz. Mes 2 plus grandes scènes m'ont été offertes par Eliphaz et par Chromosome dans Cotonou. Il y a Pacheco qui m'a plusieurs fois mis sur ces événements. Kongi qui m'a récemment invité à Porto Novo. Je ne peux même pas citer à Cotonou là-bas. En tout cas, moi, même si je réussis demain au sens où je le souhaite, je ne peux jamais dire on ne m'a pas aidé. Les gars Tu m'ont n'as pas aidé. réussi seul, quoi. Non, le self-made man, c'est pas moi. Les gars m'ont beaucoup. Ok. Pour le petit exemple, des fois je vais à Cotonou et je loge chez les gars. Ouais. Combien de fois j'ai dormi chez Pacheco? Combien de fois j'ai dormi chez Baba Femel? Ou encore Chromo? C'est ça. On s'entraide beaucoup et c'est ce qui fait vraiment la force de notre secteur. Merci à tous ces aînés-là qui soutiennent leur jeune frère. Je suis reconnaissant. Ouais. Votre merci ne peut pas finir. Ça ne peut pas, jamais. Et alors, pour les réseaux sociaux, comment tu arrives à gérer? Est-ce que d'abord, tu es sur quels réseaux sociaux? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels tu es? Ah, moi je suis partout. Hein. J'ai Twitter, j'ai Thread, le nouveau.
on dit X maintenant. Mhm. J'ai YouTube, j'ai TikTok, j'ai Facebook. Ok. En fait, maintenant, il y a tellement de possibilités que tu ne peux pas te permettre de te cantonner à un seul réseau social. Ce que je fais une vidéo, j'essaie de la mettre un peu sur tous mes réseaux. Ok. Le réseau où je suis le plus fréquent, c'est Facebook. Après ça, il y a TikTok. Ok. Derrière vient Instagram. Ok. Et comment tu arrives quand même à gérer ton audience? Est-ce que tu as un community manager derrière ou bien... Non, non, non. Passer par un community manager, ça tue un peu une certaine mécanique là. Comme je te l'ai dit, j'aime fonctionner au feeling. Donc, je veux que quand je sois disponible, quand une inspiration me vient plutôt, que je puisse la poster rapidement. Donc, tu vois, il y a ça. Mon plus gros problème sur les réseaux sociaux, c'est un problème que je traîne tout au long de ma vie, c'est mon manque de constance. Ok. C'est un Ouais. manque de constance. Avec les réseaux sociaux, il faut vraiment de Il la faut vraiment de la constance. constance. Par Très exemple, tu vois, important. je m'explique beaucoup de mes amis que je salue au passage, Gros et Métis. Mhm. Ce sont des gars, pour moi, Gros et Métis et Pacheco, c'est un exemple de constance. Ces gars-là, ils ont tenu bon. Par exemple, je me souviens d'une période sur 2 ans. Pacheco a pratiquement posté 3 fois par semaine Wow. sur pratiquement 2 ans. Gros et Métis aussi, c'est la même mécanique. Moi, je n'ai pas réussi à le faire. Je commence, mais à un moment donné, et je reprends après. Il y a ça. Mais ma force, c'est qu'à chaque fois que je viens avec un nouveau contenu, j'essaie d'être original. Et ça me permet de tenir. Ce qui fait que je n'ai pas une grosse audience sur les réseaux sociaux. Mais ça vient peu à peu. D'accord. Et comment tu arrives à gérer les mauvais commentaires? Les mauvais commentaires, il y a 2 solutions. Soit tu ignores, soit tu réponds plus méchamment. Ok. Et j'adore être méchant. Les mauvais commentaires, j'en ai tellement pas eu. La seule fois, la récente fois où j'ai eu des mauvais commentaires, c'est quand j'ai fait une vidéo et j'avais fait une vidéo où je disais sur la prière. J'avais fait une vidéo, je parlais de prière express. Je disais, si tu veux qu'on prie pour toi, il y a des Oui, gens. oui, j'ai vu la vidéo là. Il y a des gens Ouais, qui sont là pour toi. pour prier Si pour c'est toi. pour le jeûne, il y a des gens. Ok. Certains religieux l'ont mal pris, qu'on ne joue pas avec la religion, on ne fait pas ci. Mais moi, dans ma vidéo, à aucun moment, je n'ai blasphémé sur l'islam, je n'ai rien dit de mal dans la vidéo. Mais non, on ne doit pas mettre la religion dans ce genre de trucs. Certains ont vraiment été loin dans les commentaires. J'ai dû leur répondre et j'ai dû bloquer certains. C'est la seule fois où j'ai eu affaire à de mauvais commentaires. Sinon, la plupart du temps, ça va. Est-ce qu'il y a une scène où ton sketch était complètement nul? Ou tu Bien es sûr, descendu? bien sûr. Ok. Et même pas qu'une fois, hein. Pas Uh-huh. qu'une fois. Ok. Il y a des soirs où moi, j'étais très nul. J'étais très nul. Il y a des soirs où moi-même, j'ai honte de ce que j'ai fait. Parce que tu vois, pour qu'une prestation d'humoriste réussisse, ça ne dépend pas seulement de l'humoriste. Ça dépend aussi du public. Pour moi, chez nous, dans notre jargon d'humoriste, on dit taper poteau. Des fois, le poteau que j'ai tapé qui m'a fait le plus mal, c'était Pacheco qui m'a invité. Il avait un événement sur lequel il m'a invité. Et déjà, je monte sur scène et on coupe le courant. Poteau. C'est là que Poteau. j'entends poteau. Voilà, donc après ça, redémarrer et continuer. C'était très compliqué, mais c'était vraiment un poteau. La prestation n'a pas du tout marché. De toutes les récentes prestations, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans. J'ai déprimé pendant une semaine parce qu'il faut savoir que nous les humoristes, on appelle ça un bid dans le jargon, mais on dit taper poteau en Afrique. C'est quelque chose qui peut te faire abandonner le métier parce que tu remets tout en cause. Tu te demandes, est-ce que je Tu suis n'as drôle? plus confiance en Tu n'as toi, plus quoi, confiance en en ta toi. capacité. Mais maintenant que j'ai parlé avec beaucoup d'aînés, j'ai suivi beaucoup de vidéos, je me suis rendu compte que ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Sauf que même, après un bid, la plupart du temps, moi, après, j'ai connu des pics. Tu te remets en question. Tu te remets en question. C'est pas que je le souhaite, mais il faut que ça vienne de temps en temps pour te rappeler que Tu n'es pas parfait. tu n'es pas parfait. Humilité, quoi. Humilité, voilà. Ok. En même temps, dans quel domaine tout va parfaitement bien? Y a pas. Quand tout va trop bien, j'aime pas. Il faut qu'à un moment donné. Et à l'opposé, est-ce qu'il y a eu des scènes où le public a vraiment vibré, où vraiment c'était des ovations? Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'il y a eu même standing ovation? Il y en a tellement que je m'en souviens même plus. Mais pour moi, jusque-là, l'une de mes plus grandes réussites dans ma carrière, c'est mon One Man Show en 2022. Je crois que j'avais 3 ans de carrière ou un truc comme ça, 4 ans. Je me souviens plus exactement de combien d'années ça faisait. C'était ma plus grande réussite parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Après ça, il y a le Montreux. Et surtout à Cotonou. À Cotonou, il y a eu des scènes où on dirait que il y a par exemple cette scène que Chromo m'a offerte à l'Institut français de Cotonou. Il y a cette scène que
Eliphaz m'a offert au canal Olympia, devant plus de 2000 personnes. Et à cette scène que Baba Femel dirige, donc Ola Comedy Club, il y a eu tellement de scènes où ça s'est tellement bien passé. Quand je suis dans un bon soir, forcé, ça applaudit. As-tu déjà fait une blague sur scène qui s'est très mal passée ou bon, le public, c'est pas que c'est poteau aimé qui a mis mal à l'aise le public? C'est un peu mon registre. Hein. Moi, j'adore vraiment le malaise. J'adore vraiment le malaise parce que ça fait partie du rire. C'est vrai souvent qu'il y a des blagues qui choquent. Il y a des blagues qui choquent. La seule fois où j'ai eu affaire à ce genre de truc, j'ai un sketch que je joue sur la poitrine des femmes où je dis en gros quand une femme a une très grosse poitrine, c'est difficile de la rendre amoureuse parce qu'il y a tellement de chair sur sa poitrine que tes paroles n'arrivent pas à pénétrer son cœur. Je crois que c'est ce sketch-là que j'ai joué. Un monsieur l'a trouvé vulgaire. Monsieur l'a trouvé vulgaire. C'est la seule fois où une de mes blagues a posé problème. C'est vrai que je fais aussi dans des blagues un peu méchantes, mais je n'ai jamais rencontré de l'hostilité. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, quels sont tes rêves? Est-ce que tu te projettes, bon, naturellement, tu vas te projeter dans 10 ans, tu te projettes où? Quelles sont tes aspirations futures? Je vois. Est-ce qu'on dit aspiration? Bon, en tout cas, ouais, ça se passe, ça se passe. Je comprends la question. Moi, l'une de mes, comment dit-on? L'un de mes objectifs, mon premier objectif même, au-delà de tout, mon objectif numéro 1, je le dis depuis toujours, c'est vivre de l'humour d'abord. Okay. C'est vivre de l'humour. C'est ça la priorité. Réussir à me faire de l'argent avec. C'est la base, quoi, parce que à part ça, on n'est plus à une époque où on va dire on va faire demain, ça va payer. On est plus à... Il y a vraiment moyen de se faire de l'argent, de se mettre bien. Donc, l'un de mes premiers objectifs à moi, là, c'est de vivre de l'humour. 10 ans, j'aurai 16 ans de carrière si je me projette vraiment. Je veux qu'à 16 ans de carrière, que je me retourne et que je me dise, ouais, j'ai fait du chemin, j'ai parcouru plusieurs pays, je suis connu dans tout le Bénin, dans toute l'Afrique, à l'international. L'artiste qui jouait sur l'université de Parakou aujourd'hui joue aujourd'hui sur les plus grandes scènes. Et un volet qui est important pour moi, c'est le volet transmission. Parce que là, en août, je vais lancer mon comedy club. Je suis dans les préparatifs. Je veux aussi que d'ici ce temps que tu as évoqué, que je me retrouve et que je me rende compte qu'il y a une vraie industrie derrière moi. Parce que moi, je tiens beaucoup à mes amis et aux proches. Je veux qu'on réussisse ensemble. Je veux que je me retourne demain derrière. Je me dis, ouais, grâce à ce que je fais, il y a un beau monde qui arrive à attirer son... Parce que le business autour de l'humour, c'est vraiment vaste. Hein. On voit que l'humoriste sur scène, mais il y a tellement de métiers derrière. Il y a des gens qui t'aident à écrire, des gens qui t'aident à mettre en scène, des gens qui vendent des tickets, parce que tu ne peux pas tout faire. Ok, oui, exactement. Tu ne peux pas tout faire. Et moi, je rêve vraiment de faire de Parakou un carrefour. Par exemple, il y a quelques années maintenant, Marrakech, on dit Marrakech du rire, tout le monde veut aller à Marrakech. Tous les humoristes rêvent d'aller à Marrakech. C'est vrai que ça n'existe plus, ils ont mis une pause d'abord. Mais moi, j'aspire vraiment à mettre Parakou à ce niveau. Que les humoristes à l'international se disent, ah, il faut qu'on aille jouer au Bénin. Il y a une ville là, Parakou. Je vais aller jouer là-bas. Il y a un humoriste là-bas qui a une scène là. On doit aller là-bas. C'est mes aspirations sur la carrière. Ça. En vivre, réussir à faire une véritable industrie, transmettre pour qu'il y ait des jeunes derrière, former aussi de jeunes humoristes. Parce que le chemin est là actuellement. Le chemin est là, il suffit juste d'être passionné et d'avoir le peu de talent qu'il faut. Et ça peut le faire. Et c'est important la transmission. J'avais même une question par rapport à ça. Est-ce que tu aspires à transmettre à ta jeunesse? Est-ce que tu voudrais sélectionner quand même de jeunes talents, même si c'est un peu que tu vas coacher pour qu'ils puissent évoluer? C'est même pas un peu, moi je suis disposé à apprendre tout ce que je sais à n'importe qui. Okay. La seule chose que je demande, c'est que tu sois intéressé. Parce que tu vois, beaucoup viennent dans le métier avec un rêve en se disant, je commence aujourd'hui, demain ça paye. Quand je commençais, il y a un aîné qui m'a dit, après toi, après 10 ans de ta vie. Et c'est vrai, j'ai commencé en 2019. Ce n'est qu'en 2023 que j'ai eu un véritable cachet. Okay. Où je suis allé jouer, j'ai pris de l'argent, j'ai dit, ouais, je garde quelque chose. Mon premier gros cachet, ce n'est que l'année dernière. Ce n'est qu'à partir de ma 5e année que j'ai commencé à avoir des fruits. Donc, il faut être passionné, patient et il faut être prêt. Okay. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, ce que je demande juste à ceux qui sont intéressés,
c'est de s'assurer qu'ils sont vraiment passionnés. Comme je le disais tout à l'heure, je le fais maintenant plus au gagner de l'argent. Mais au début, c'est pas ça. Au début, c'est pas ça parce qu'il faut acquérir de l'expérience, être sûr d'être vraiment bon. Et quand tu fais ça, même moi, jusqu'à présent, je suis dans ce processus. J'apprends. Tu deviens bon à un tel point que tu ne regardes même plus. Les opportunités viennent seulement à toi parce que tu es tellement bon que les gens ont besoin de toi. C'est aussi simple que ça. S'il y a des jeunes qui sont intéressés, contacter Abdul Samad sur Facebook, voilà. Sam Dubassaï à la page, n'hésitez pas. Et en termes de tournées, est-ce que tu as des tournées en vue? Ouais, je me suis essayé à ça déjà il y a 2 ans. J'avais fait une tournée de 3 dates, c'est vrai, c'est pas fameux. J'avais joué chez moi en Dali, puis j'ai joué à Parakou et à Cotonou. Là, l'un de mes objectifs, c'est de mettre un système en place qui me permettra de jouer dans les grandes villes du Nord, en l'occurrence Parakou, Djougou, Nati Tengu, Kandi, Banikwara, tout autre endroit où je peux aller jouer. C'est vrai que ça va être un vrai travail de découverte parce que le stand-up en particulier, c'est pas un art qui est vraiment, même à Parakou, même au Bénin, c'est encore en train de prendre donc la menée dans ces zones-là. Ce travail me fait pas peur, j'aime beaucoup les défis. Mis à part la création de mon comedy club en août, je prévois jouer mon spectacle à Nati, histoire de jauger le public et pourquoi pas commencer par Nati et faire des trucs régulièrement là-bas. Écoute, on te souhaite plein succès. Merci. Et moi, j'apprécie le fait que tu veuilles faire et tu désires ou tu as pour ambition de relever l'image de Parakou. Je ne veux même pas dire Parakou du Nord parce que on a l'impression quand on dit le Bénin, on voit Cotonou. Alors que ce n'est pas forcément ça. Il y a des jeunes talentueux qui sont au Nord et le fait que tu aies ça dans tes ambitions, vouloir faire ressortir ces talents-là, c'est vraiment à féliciter. Et on espère que tu ne vas pas abandonner un si bon chemin. Non. En fait, ce que beaucoup de personnes ne savent pas de moi, je ne suis pas étranger à Parakou. Ok. Je suis de la dynastie des Kougourou. Je suis parfaitement éligible. Si, par exemple, un jour, il faut être roi à Parakou, je suis parfaitement éligible. Je suis parfaitement éligible. D'après l'histoire qu'on m'a racontée, je crois que un de mes ancêtres, il avait essayé, quand ça n'a pas marché, c'est suite à ça, au lieu de retourner chez lui, il est allé à Perere et il est resté là-bas. Bon, à la cour royale de Parakou, là, j'ai parfaitement la place. Donc, Parakou, c'est une ville que j'adore depuis que je suis venu à Parakou. Cette ville m'a pratiquement tout donné. Mes amis, l'humour. C'est à Parakou que j'ai eu tout ça. Donc, révéler la ville, c'est ma manière à moi de rendre à la ville ce qu'elle me donne. Quel conseil tu veux donner à un jeune qui veut se lancer dans le monde de l'humour? Est-ce que tu as le cardio? Ça demande beaucoup de cardio. Ça demande beaucoup de cardio et surtout, comme je l'ai dit précédemment, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu vas arrêter. Si tu n'es pas passionné, tu vas arrêter. Et je pense que ce n'est pas dans l'humour seul. Dans beaucoup de domaines, si tu n'as pas un certain amour pour le truc, parce qu'il y a souvent 2 cas. Soit tu le fais par amour, soit tu le fais pour l'argent. Dans l'humour, c'est impossible de le faire pour l'argent à ses débuts. Donc, il faut vraiment être passionné. Il faut vraiment aimer la chose. Si tu l'aimes, ça peut se faire. Si tu aimes et que tu es prêt à travailler, ça devrait aller. Ok. Et si ce jeune-là veut commencer, par quoi quelle orientation tu vas lui donner? Si un jeune vient te voir, par exemple. Tu vois ton téléphone, tu vois YouTube, ça doit être ton premier ami. Nous, même Captain Virus dont je parlais, la plupart de notre éducation s'est faite sur les vidéos des autres. Tu regardes les autres humoristes prestés au Montreux, tu regardes le Parlement du Riz, le Marrakech. J'en ai regardé tellement qu'à un moment donné, j'écrivais. Et plus tard, quand je me suis professionnalisé, je faisais des trucs et me dis, ah, donc ce que je faisais, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que l'humour, c'est vraiment complexe, qu'il y a des procédés. Tu vois un peu comme les figures de style sur ce genre de trucs. On a ce genre de trucs, il y a des fausses pistes, des intrusions. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ficelles. Quand on te voit sur scène, on voit quelqu'un qui raconte juste une histoire. Mais on ne sait pas qu'il y a beaucoup de techniques derrière. Il y a beaucoup de silence. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Même les silences sont des moments à intégrer. Est-ce que je peux trouver un exemple d'un moment où le silence est nécessaire? Tu dis la blague et tu te tais. Une petite seconde, ça permet au public de réfléchir et après tu balances la fin. La petite seconde où tu les as laissés souffler là.
tu les as permis de divaguer, de se dire, ou bien c'est ce qu'il veut dire, ou bien c'est ceci qu'il veut dire. Par exemple, il y a un ami qui commence son sketch, il me vient sur scène et il dit, je suis gay, disait tel auteur. Tu vois, ça change en même temps le... S'il revient sur scène, je suis gay, disait tel auteur. Ouais, Tu vois, exactement. ça change quand même. Ouais, et c'est différent de je suis gay, disait telle personne. Ce n'est plus la même blague. Non, pas du tout. Ce n'est plus la même blague. Donc, la petite virgule là, tu vois, il y a tout ça. Très important. Et c'est en regardant les vidéos. En regardant les vidéos. Tu arrêtes de regarder les vidéos quand tu commences à avoir ton propre style. Parce qu'on a cette tendance-là souvent comme humoriste. Quand tu regardes, tu aimes tellement quelqu'un que tu commences à faire comme lui. Alors qu'il faut être atypique, qu'il faut être original. Et à un jeune en général qui ne veut pas faire de l'humour. En tout cas, qu'est-ce que tu conseilles à un jeune de ton âge qui ne sait pas comment s'orienter? Parce que, comme je te l'avais dit au début, c'est un podcast pour tout le monde, pour tous les jeunes, pour qu'ils aient des orientations. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune comme toi? Ce que je dirais à un jeune comme moi, c'est d'arrêter de penser qu'il est en retard. Parce que tu vois, c'est l'un des mal dont souffre notre génération. On pense que nous sommes en retard. Par exemple, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 25 ans et le standard actuellement, à 25 ans, je dois avoir un véhicule. À 25 ans, je dois avoir un boulot dans telle situation. Parce que tel est comme ça. On n'a pas la même destinée. On n'a pas Il y a des jeunes de 25 ans qui sont morts. Exactement. Il y a des jeunes de 25 ans qui sont morts. Comme il y a des jeunes de 25 ans qui ont une meilleure situation que moi. Mais moi, j'essaie juste de savourer le parcours. Et en tout cas, les carrières les plus durables que j'ai vues, peu importe le domaine, ça, c'est pas fait en un claquement de doigts. Comme le disait mon aîné, ça prend même 10 ans avant d'avoir une véritable carrière. Et je suis en train de le comprendre. Je fais l'humour depuis 6 ans. Et ce n'est qu'il y a 2-3 ans que les gens ont commencé à vraiment me connaître. Gros et Métis faisait des vidéos depuis plus de 5 ans, 4 ans. Ils avaient une chaîne YouTube, ils partageaient les trucs. Voilà. Et ça n'a réellement commencé par prendre pour eux que sur les 3 dernières années. Tu vois, c'est tout un processus. C'est la patience. Mais quand les gens voient que vous avez fait on vous connaît comme ça, vous avez fait du buzz, c'est comme si, c'est du jour au lendemain. C'est le jour là, ça s'est fait alors que c'est un travail de longue date. Le conseil que moi je donnerais aux jeunes, choisis un truc que tu aimes, un truc que tu pourrais faire même si tu n'es pas payé. Un truc que tu pourrais faire même si tu... Moi, le mot, je peux le faire même si je ne suis pas payé parce que j'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup fait même. J'ai joué beaucoup de fois sans être payé. On te promet de te payer, on ne te paye pas. On est même une fois allé, on nous a donné des faux billets. Accent grave peut confirmer, Accent grave et Mousicus peut confirmer cette histoire. Donc, tu vois, il y a des trucs choix que tu fais par passion, mais faut, tout n'est pas blanc ou noir. Il faut aussi choisir quelque chose qui peut te permettre d'avoir ton petit jeton et on va pas se mentir, l'argent est très important. Très important. Mais tout se résume à ce que j'ai dit en premier. Si je devais... Faut pas te penser en retard. Chacun est différent. Il y a des gens qui vont réussir à 21 ans, d'autres qui réussiront à 40 ans. C'est pas grave. Ça vaut juste le parcours. Donc, si tu avais une minute pour t'adresser à Sam, ça a dit il y a 10 ans, pas 6 ans où tu as commencé l'humour, 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou bien à Samadou, il y a 10 ans. De rester lui-même. Hein. De rester lui-même, je crois que c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie. Je suis quelqu'un qu'on n'influence pas facilement. Quand un truc me plaît pas, je fais pas. On m'oblige à rien. De continuer à être comme ça. Si quelque chose te plaît, tu le fais. Si ça te plaît pas, tu le fais pas. Tu le fais seulement si d'autres en dépendent. Mais si ça ne... Et il faut... S'il y a quelque chose que j'aimerais lui dire, c'est qu'il apprenne à plus faire pression sur lui-même. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas paresseux, mais j'ai un bon talent pour la flemme. J'ai un bon talent pour la flemme. Je ne suis pas quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Je sais que si avec une certaine rigueur et moins de procrastination, j'aurais pu arriver à de plus grosses choses, mais pourquoi se presser quand on peut aller lentement? Pourquoi se presser? D'accord. Donc, plus de rigueur. Plus de rigueur. Et être soi-même. Et être soi-même, plus de rigueur. Et sur les réseaux, j'ai remarqué que est-ce que tu es anti-féministe? Parce que quand je vois certains de tes posts, je me dis, bon, ils lancent des flèches. C'est comme si tu es contre
les féministes ou les femmes en général. Je ne peux pas être contre les femmes. Moi, j'aime beaucoup les femmes, mais pas pour l'aspect auquel les gens peuvent penser. C'est vrai qu'il y a cet aspect aussi. Mais j'aime beaucoup les femmes parce que pour moi, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il faut une femme pour que tu viennes au monde. Il faut une femme pour que tu grandisses. Par exemple, moi, mes soeurs font partie des personnes que j'aime le plus au monde. Il y a ma maman. Tu vois, je ne peux pas détester les femmes. Juste que, il y a certains trucs que j'arrive pas à laisser passer. Il y a certains trucs que j'arrive pas à laisser passer. Toi-même, tu vas l'avouer. Souvent, dans les positions de féministes, vous allez souvent un peu loin. Et moi, je trouve ça un peu absurde. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire semblant. Si je te dis quelque chose, c'est que je le pense vraiment. Donc, souvent, quand je vois certains trucs que je trouve ça absurde, j'aime. Et il y a ce truc-là où vous, les femmes en général, quand on vous contredit, vous pensez qu'on est contre vous. Non, on peut avoir un débat là. Je vais être farouchement contre toi. Mais dès que le débat finit, oui, c'est fini. Moi, la plupart du temps, les filles avec qui que je contredis sur les réseaux sociaux, c'est des personnes sur les réseaux que je contredis sur les réseaux, c'est des personnes avec qui j'ai une bonne relation. Pourquoi elle va te détester? C'est juste le débat. C'est un peu comme le foot. Il y a des gens, quand il va s'agir de Barça Real, là, on va se manger même. Mais après ça, là, mon gars, c'est comment? C'est juste ça. Sinon, moi-même, je pense qu'il y a une partie de moi qui est féministe parce que j'ai une sœur, peut-être demain j'aurai des enfants, ça peut être des filles. J'aimerais bien qu'elles vivent dans un monde qui est plus calme. Ou l'égalité prône quoi? L'égalité des chances. L'égalité des chances. En plus, moi, je dis même, comme j'ai l'habitude de dire aux femmes, c'est vrai, la féminité, c'est un couteau à double tranchant pour vous. Dans ce sens où, par exemple, je prends mon cas, le niveau d'humour que je fais, si ça venait d'une femme, elle serait plus mise en avant. Elle serait plus mise en avant, parce qu'il y a plus d'efforts maintenant pour que les femmes soient mises en avant, parce qu'elles ont été longtemps reléguées. Donc maintenant, on essaie de faire des efforts pour que les chances soient équitables. Il y a ça. De deux, je ne sais pas. Moi, quand une femme me parle, j'écoute. Hein. Moi, quand une femme fait quelque chose, cette discussion qu'on a là, si je l'avais avec un garçon, si c'était un homme qui m'avait invité, regarde, on va, comme c'est une femme, je vais venir, je vais écouter. Vous les femmes, vous avez plus de la facilité. En tout cas, moi, j'ai de la facilité à écouter les femmes. Il y a ce genre de trucs. Le revers de la médaille, je disais, la féminité, c'est un couteau à double tranchant. C'est que quand tu es exposé comme ça en tant que femme, il y a aussi beaucoup de haine, surtout concernant la drague. Souvent, moi, je me pose la question même, comment vous faites? La simple idée de penser que dans ton entourage, pratiquement tous les hommes qu'il y a là, s'ils trouvent moyen. Oui, ouais, tu vois, c'est là, je trouve qu'aujourd'hui, la féminité, si tu es une femme et tu es excellente dans un domaine, il n'y a pas une meilleure époque pour toi que l'époque dans laquelle on vit. Il y a une étude que mon ami montrait récemment qu'on disait que l'Afrique est le continent avec le plus de femmes entrepreneurs qui réussissent. Oui, j'ai vu le post là. On m'a montré ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Actuellement, les femmes qui sont excellentes dans leur domaine, ça prend pour elles. C'est vrai, derrière, il y a le harcèlement que je ne tolère pas, il y a tout de trucs. C'est le revers de la médaille dont je parle et c'est vraiment dommage. Donc, moi, j'aime beaucoup les femmes. Hein. Moi, j'aime beaucoup les femmes. Jusque j'aime bien débattre avec elles. Et tu vois, je tiens ces débats parce que ça me permet de comprendre. Ça me permet de comprendre. Par exemple, sur la notion du consentement, il y a des trucs que je ne comprenais pas. Et c'est en débattant avec certaines femmes que j'ai dit, ah, donc c'est comme ça. Donc souvent, quand on débat avec vous là, ne pensez pas qu'on est contre vous. Souvent, on veut juste comprendre. Souvent, derrière quelqu'un qui débat avec véhémence là, est juste caché quelqu'un qui ne comprend pas. Le fait de présenter beaucoup de femmes, de fréquenter beaucoup de femmes, d'avoir beaucoup de sœurs, m'a permis de comprendre certaines réalités féminines et ça va. On ne peut pas vous détester. Ah, d'accord. Donc, c'est un poste que je vois qui me donne cette impression. Hein. Sinon, si tu discutes avec les femmes qui sont dans mon entourage, moi, je suis très gentil avec les femmes. Je ne suis même pas gentil avec les femmes. Je suis gentil avec les humains, point. Parce que je ne vois pas de différence à être gentil. Pourquoi être méchant avec elles, non? D'accord. Je ne suis pas anti-féministe. D'accord. J'aime juste titiller et voir. Donc, tous ceux qui se pensent visés par certains de ces postes, il vient de le dire, ce n'est pas
Si vous suivez mes posts, même, je défends plus les mères célibataires que quiconque. Okay. Surtout le cas des mères célibataires, je défends plus que quiconque. Est-ce que tu as parlé du cas où ce qui a fait le buzz, le père célibataire qui se plaint sur TikTok? Le père célibataire qui se plaint sur TikTok, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que, par exemple, sur ce débat, je ne trouvais pas ce qui faisait beaucoup rire les femmes. Ce qui les faisait rire, c'est tes camarades ont l'habitude de faire ça. Donc, toi aussi, fais ça et subis. On en oublie même la souffrance des enfants. Tellement on rit de la souffrance du monsieur qu'on oublie qu'il n'est pas le seul à souffrir dans l'histoire. Moi, dans cette histoire-là, c'est des enfants, j'ai eu pitié. C'est vrai qu'il fait ce qu'il peut et j'ai trouvé un peu exagéré qu'il poste aussi, mais... C'est ça. En fait, quelqu'un a dit, donc tu as même le temps pour poster. Quelle mère célibataire a le temps de venir poster? Tu vois, il y a que d'aller s'occuper des enfants. Sinon, en vrai, on n'est pas anti-féministe. Okay. Juste que j'aime débattre. J'aime aller... Et moi, quand quelque chose, je ne comprends pas ou bien ça ne va pas, je ne suis pas le genre... Je vais demander. D'accord. Est-ce que Sam du Bassa est marié ou est-ce qu'il y a un mariage en vue ou bien relation sérieuse? Non, aucun des deux. Je n'ai aucune relation sérieuse pour le moment. Bon, il y a relation, mais ce n'est pas sérieux. Non. Ou bien il n'y a pas de relation? Il y a de relations. Enfin, je suis un homme quand même. Il y a de relations. Okay. Mais on verra bien. Peut-être que la situation peut s'améliorer. Mariage. C'est vrai, tout homme rêve de se marier. Moi, il y a 2 ans, je rêvais vraiment de me marier jeune. L'un de mes objectifs, c'était de me marier à 25 ans. Okay. Mais maintenant, quand je vois les réalités de la vie, ce n'est plus vraiment un rêve. Je ne dis pas non, hein, mais peut-être d'ici la fin d'année, vous pouvez entendre que je veux me marier. Comme ça peut être d'ici 5 ans. Okay. Je n'ai vraiment aucune échéance prévue, mais... Femme claire ou bien femme noire? Collabo. Les deux. Tu veux être polygame? Ah, ça, c'est une question à laquelle je réponds beaucoup. C'est possible. Il est possible que ça vienne parce que je veux pas dire non maintenant et après ils vont dire pourtant tu avais dit. Si je m'en sens capable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais... Capacité en termes d'argent ou en termes de... Bon, tu penses que les deux. Si je sens que je suis assez disponible pour pouvoir aimer 2 personnes, et si j'ai les moyens de vraiment prendre ça, pourquoi pas? Je n'exclus pas, mais c'est pas ma première option, mais je n'exclus pas. En fait, vous êtes méchants envers nous les hommes. Pourquoi? Il y a quel message? Est-ce que même, je t'explique, est-ce que toi, en tant que femme, tu ne sors pas souvent et tu vois ta camarade femme et tu dis, ouais, elle a même, c'est femme. Ça, c'est jamais arrivé. Si, je vois. Moi, c'est ça que je fais même, c'est mon travail. Voilà. Maintenant, imagine nous les hommes qui sommes naturellement attirés par elle. Comme je l'ai dit une fois sur Facebook, comme je l'ai dit, c'est très méchant avec toutes les jolies femmes qu'il y a dans ce monde qu'on nous dise de choisir une seule. Donc, parce que il y a beaucoup de femmes. Mais... Ok, j'ai une question pour toi. L'interview change de sens. Okay. Tu préfères un homme infidèle ou quelqu'un qui est polygame? Il n'est pas infidèle, mais il a juste plusieurs femmes. Tu n'es pas la seule. Affaire de votre polygamie, vous êtes polygame, mais pourtant, vous êtes infidèle. Non, ma question est claire. Il est polygame et il a pris 2 femmes. Vous êtes 2 femmes, il est avec vous. Ou tu es seul, mais il continue d'aller voir dehors. Non, je préfère avoir une épouse à côté. J'aurais des copines avec qui papoter de temps en temps. Mais il n'y a pas un homme. Bon, excusez-moi. C'est possible. Bon, mon mari sera un homme fidèle. Mais tous les autres là, ils sont des infidèles. Par exemple, tu vois, ce truc d'homme infidèle, peut-être quand il va me marier, moi je ne juge pas les infidèles. La réalité du mariage est tout autre. Quand tu vois, quand les personnes mariées te racontent leur vécu, tu comprends vraiment que c'est difficile de vivre dans un foyer. Moi, par exemple, déjà dans mes relations, je n'ai jamais été infidèle. Parce que, 1, je ne suis pas doué pour cacher. 2, ça demande beaucoup de travail. Et comme je t'ai dit, moi, je suis paresseux. Tu vas devoir cacher. Imagine déjà une seule relation, tu es obligé de lui parler tout le temps. Quelque chose qui est vraiment un supplice pour moi. Si nous sommes en présentiel comme ça, je suis le meilleur homme au monde. Ouais. Mais dès qu'on va se séparer et que c'est par téléphone qu'on va devoir discuter, tu vas croire que j'ai un problème avec toi. Donc, imagine maintenant que tu dois le faire avec 2 personnes. Donc, tu vois, c'est plus par paresse. En plus, même on dit que c'est quand tu te maries que tu rencontres la femme de ta vie.
c'est un aîné qui le dit dans un sketch. Toi-même, regarde vos petites sœurs. Regarde vos petites sœurs qui viennent derrière. C'est vrai. Ah! Bon, je ne vais pas dire un nom, mais je vois une petite soeur là. C'est au campus. Bon, je la vois sur les réseaux. Je la vois. Après, tu vas me la présenter. Quand je la vois, je me compare à elle. Je me dis, bon, est-ce qu'à mon âge, je faisais telle chose? Et même ce qu'elle fait à son âge, moi, actuellement, je ne fais pas ça. Tu vois? Et même l'habillement. C'est qu'elles aiment se montrer en grande dame. Mais moi, c'est bon, peut-être que je n'ai pas vite dans la tête. Je n'ai pas vite grandi. Ou bien, comment je vais dire? Elle s'habille d'une certaine façon. Dit, ah, voilà une grande dame. Mais c'est des petites filles derrière. C'est difficile. Félicitez vos gars, hein. Ils se contrôlent. Hein. Félicitations à tous nos gars. Oh. En plus, homme ou femme, moi, je crois qu'on est tous infidèles. C'est juste qu'on attrape l'homme plus souvent. C'est la seule différence. Une femme, tu vois pas, je le dis dans un sketch, les hommes ont plus à perdre dans l'infidélité. Okay. Une femme ne viendra jamais dire à un homme, ta grossesse là, c'est pas toi la mère. C'est absurde. C'est absurde. Alors que une femme peut être enceinte et c'est pas toi le bébé. Et tu vas élever et tu n'en sauras jamais. Exactement. Et tu n'en sauras jamais. Ouais, les femmes ont plus la possibilité de tromper sans que ça ne s'ébruite. Les hommes trompent plus, mais ils le cachent mal. Alors que la femme, elle peut faire une fois, mais ça peut rester discret. Ouais. Tu vois, tout le monde trompe, c'est juste qu'on attrape plus les hommes. Bon, tout le monde ne trompe pas, mais... Non, quand je dis tout le monde, homme comme, okay. Homme comme femme. Homme comme femme. On trompe, mais on attrape plus les hommes. Donc toi, tu te proclames homme fidèle. Ouais. Un homme fidèle. Non, je n'ai jamais été infidèle dans mes relations. Okay. J'en ai pas eu énormément, mais je n'ai jamais été infidèle. Quand je suis avec quelqu'un, même si ça n'a jamais vraiment duré, quand je suis avec quelqu'un là. C'est la personne. Et en tant qu'artiste, ce n'est pas bon pour toi d'ailleurs. Bon, c'est ce que je me dis. Parce que ça peut, je ne sais pas, un scandale peut venir, ça va entacher. Il y a ça aussi auquel il faut faire attention. En plus, moi, je ne suis pas adepte de cette vision où un homme doit coucher, tu couches avec ci, tu couches avec ça. Donc, je ne suis pas trop pour ça parce que, un, il y a les IST. Deux, il y a la spiritualité aussi. Parce qu'on dit au-delà de tout, une relation sexuelle, ce genre de trucs, ce sont des échanges d'énergie. Il y a des hommes qui disent, tu peux copuler avec une femme et après, ça peut te porter malheur. Du côté des femmes aussi, comme tu peux coucher avec un homme et ça va te porter malheur. Donc, tu vois, il y a ce truc-là que souvent tu en as envie, tu dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand tu penses à tout ça, tu te calmes. Tu te calmes. Ok. Écoute, on est à la fin. Et merci d'être venu et merci pour cette belle discussion. Franchement, c'était chill, j'ai apprécié et je te souhaite un plein succès dans ta carrière d'humoriste et vivement que tes ambitions soient mises en place par des actions concrètes. Ouais. Je te donne la parole pour que tu puisses dire le dernier mot. C'est toi qui vas clôturer. Ok, le mot de fin. Ce que je veux dire, c'est d'abord commencer par te dire merci à toi et ton équipe. C'est vrai, je suivais déjà le podcast à travers ce que tu postais avec les autres entrepreneurs. J'ai pas tout suivi, mais j'ai suivi un peu et j'aimais depuis le travail abattu. Donc, quand on m'a dit que tu m'invitais, j'ai dit, ah, c'est intéressant ça. J'aimerais bien participer. C'est pour ça que ça a été facile. Je suis venu et j'ai beaucoup aimé la discussion. En plus, j'ai plus l'impression que c'était une causerie. Ouais. Donc, franchement, je lui ai dit, bon, que les autres ne se fâchent pas, mais c'est la meilleure discussion. Toi-même, faut... Ils peuvent même pas se fâcher. Oh non, c'est la meilleure discussion, franchement. Ouais, j'ai beaucoup kiffé. Tu vois, on n'est pas resté carré, on a beaucoup discuté. Ne peut que nous souhaiter du courage et de la continuité. Et faut enregistrer ce passage-là. La prochaine fois que je vais revenir ici, que je sois un artiste plus accompli et que ce podcast soit un podcast plus connu. Amen. Qui a connu du succès, qu'on se retrouve sur un meilleur plateau avec la même énergie. Ouais. On garde la même énergie, on est chez soi, c'est convivial et on va mettre cette vidéo en intro la prochaine fois que je vais revenir. Merci d'être venu. Bye bye. J'ai fait un triangle à la fin. Bye bye.